que vous utilisez ne vont pas stocker vos mots de passe en clair. Ça veut dire que tous les mots de passe doivent être stockés de manière chiffrée. Il est recommandé aussi d'utiliser des soldes comme préfixe ou bien comme suffixe de vos mots de passe avant de les chiffrer. Vous ne pouvez pas utiliser des mots de passe tels que votre date de naissance ou bien des informations connues à votre propos. Et tous les mots de passe pour lesquels il y a eu plus de 3 tentatives de connexion doivent être automatiquement verrouillés. Ça veut dire que dans votre système, vous devez configurer les paramètres système pour verrouiller le compte au bout de 3 tentatives de mot de passe. Alors, dans un milieu professionnel, on dit toujours que le maillon faible, c'est toujours l'être humain. C'est pour cela qu'il est nécessaire de former vos employés contre les tactiques d'ingénierie sociale et d'utiliser aussi, d'essayer, surtout parce que bon, c'est pas évident, d'utiliser des authentifications multifacteurs. Et par défaut, généralement, le masquage d'affichage le masquage de mot de passe doit être activé sur les écrans. Ça veut dire que les utilisateurs ne doivent pas voir ce qu'ils sont en train de saisir pour le mot de passe pour éviter qu'une personne mal intentionnée ne puisse récupérer les mots de passe. Bon, ça, on passe pour le moment. Alors, il faut savoir que généralement, une personne qui va vous attaquer va essayer d'exploiter les vulnérabilités que vous avez. Donc, généralement, une exploitation de vulnérabilité va se faire par plusieurs étapes. Généralement, les étapes sont complexes et sont indépendantes entre elles. Donc, généralement, pour exploiter les vulnérabilités, ce qu'on doit faire d'abord? D'abord, on doit essayer d'identifier la vulnérabilité qui se trouve sur le système cible. Chose que vous allez faire durant les phases de footprinting, de découverte, de récolte d'informations. Ensuite, vous devez déterminer de la vulnérabilité, qu'est-ce qu'elle engendre comme risque. Pour ce faire, vous devez aller vers des sites d'exploitation, des sites où vous avez l'habitude de récupérer vos différentes CVE. Ensuite, vous devez déterminer la capacité de cette vulnérabilité. Est-ce que cette vulnérabilité est vraiment exploitable? Est-ce qu'elle a les capacités de nuire au système? Pourquoi on parle de capacité? Parce que la vulnérabilité, telle que documentée, on vous dira, elle peut exister sur tel ou tel type de système. Mais est-ce que le système cible n'a pas déployé déjà un patch? Est-ce qu'il n'a pas déployé les contre-mesures nécessaires? Une fois que vous avez fait ça, vous devez développer l'exploit. L'exploit, ça veut dire quoi? Ça veut dire le programme, ou bien le shellcode, ou bien l'outil qui va vous permettre d'exploiter cette vulnérabilité. Ensuite, il va falloir délivrer cet exploit vers la victime. Ça veut dire que vous devez choisir comment livrer cet exploit. Est-ce qu'il va se faire à distance? Est-ce qu'il se fait en local? Une fois que vous avez choisi le vecteur d'infection, là, vous allez faire ce qu'on appelle la génération et la délivrance de la charge utile. Ça veut dire que là, vous allez vraiment passer à l'action. Et juste après ça, vous allez obtenir l'accès à votre machine distante. Il faut savoir que pour les exploits, généralement, il y a des sites que vous allez trouver sur lesquels vous allez avoir les différentes CVE. Vous avez par exemple Exploit Database, vous avez des sites de CVE, vous allez avoir Security Focus, etc. C'est des sites sur lesquels vous allez trouver les dernières vulnérabilités qui sont documentées et référencées. Alors, l'une des vulnérabilités les plus communes, c'est la vulnérabilité de type Buffer Overflow. Alors, d'où vient le Buffer Overflow et pourquoi ça existe? Il faut savoir que généralement, le Buffer Overflow n'est pas un mal nécessaire. Pourquoi? Parce que tout simplement, si nous avons des Buffer Overflow, c'est parce que les programmeurs ne font pas assez attention. C'est-à-dire celui qui a développé l'application a laissé une vulnérabilité parce qu'il a fait en quelque sorte une erreur de programmation. Cette erreur de programmation n'a pas forcément comme impact d'empêcher le fonctionnement du programme. Le programme fonctionnera le plus normalement du monde. Il ne va pas générer d'erreur, sauf si un utilisateur va envoyer le bon flux de données pour pouvoir provoquer ce buffer overflow.
Alors, si on essaie de voir les choses avec un peu plus de détails, un buffer overflow, c'est quoi? Il faut savoir que généralement, les données que vous allez envoyer vers une machine vont être stockées dans ce qu'on appelle des tampons mémoire. Alors, la mémoire, comme vous le savez, c'est tout simplement des emplacements contigus. Et toutes les données lors de l'exécution d'un programme sont mises dans une pile. Alors, la vulnérabilité consiste à faire quoi? Elle consiste tout simplement à envoyer plus de données que ce que peut supporter la pile, ou bien la zone de mémoire tampon qui est censée recevoir ces données. Donc, en d'autres termes, imaginons que le programmeur a alloué 7 cases mémoire. Moi, je vais envoyer une donnée qui occupera 20 cases mémoire. Automatiquement, si la structure de données qui est censée accueillir les données n'est pas bornée, ça veut dire quoi? Qu'elle ne limite pas l'accès à ces données, parce que tout simplement, l'utilisateur a défini a alloué une structure de données dynamique, ou bien tout simplement, il a utilisé des commandes qui permettent de récupérer un flux plus important que la capacité de la structure de données. Ce qui se passera, c'est que je vais remplir la structure de données cible et je vais écraser d'autres parties de la mémoire. Ce qui va, soit dans un premier cas, si mon attaque est mal faite, générer ce qu'on appelle une violation d'accès mémoire, Access Memory Violation, et là, ça va planter le programme. Si mon attaque est bien faite avec un bon shellcode et un bon calcul des adresses de retour et autres, là, je vais avoir tout simplement soit prendre le contrôle de la machine, soit tout simplement détourner son fonctionnement, soit accéder au shell de la machine, soit carrément élever mes privilèges. Bon, on ne va pas rentrer dans les détails techniques du buffer overflow parce que c'est quelque chose que vous allez voir l'année prochaine en M2 dans le module sécurité applicative. Vous allez vraiment rentrer dans les détails du buffer overflow, comment le faire, comment le réaliser, etc. Donc là, ça va être beaucoup plus un aperçu général de c'est quoi le buffer overflow et comment tout simplement s'en protéger, pourquoi les applications sont vulnérables. Donc, ce qu'on disait tout à l'heure, la vulnérabilité est due soit à l'absence de vérification de limite. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a pas dans le code une instruction qui vérifie, par exemple, est-ce que le buffer a une taille supérieure à 50 octets? Je vous donne un exemple. Le développeur a alloué, disons, un buffer de 50 octets. Moi, je vais introduire une donnée qui, lors de la saisie, je vais introduire 100 caractères. S'il n'a pas mis une instruction qui vérifie la variable si elle ne contient pas plus de 100 caractères, automatiquement, il va y avoir un buffer overflow. Il se peut qu'on utilise de vieilles versions des langages de programmation. Pourquoi? Parce qu'actuellement, les nouveaux langages, pour certaines commandes, je dis bien certaines commandes, ils font la vérification de manière automatique. Pour d'autres structures de données, par exemple l'usage des pointeurs et autres, la vérification ne peut pas se faire de manière quasi automatique. Il y a l'utilisation de fonctions dangereuses vulnérables, l'absence de bonnes pratiques en matière de programmation. Il n'y a pas de filtrage des données ni de validation des données à l'entrée. Aussi, dans certains cas, on permet l'exécution du code qui est présent dans le segment data de la pile. On alloue la mémoire de manière incorrecte ou bien on ne filtre pas les données tout simplement. Maintenant, il existe des outils qui permettent de détecter les buffer overflow. Vous avez comme exemple d'outils, vous avez OLIDBG, Flowfinder, vous avez Splint, BovSTT, etc. C'est des outils qui vont vous permettre de détecter les buffer overflow. Ils ne vont pas les détecter eux-mêmes. Je répète, ce n'est pas des outils. Vous allez lancer l'outil, il va vous dire il y a un buffer overflow dans ce programme. Alors, c'est des outils beaucoup plus, c'est des débuggers plus qu'autre chose. Ils vont vous permettre de faire un suivi, un débugage de votre programme de telle manière à découvrir vous-même les portions de code vulnérables et d'essayer de les corriger. Maintenant, pour se défendre contre les buffer overflow, vous pouvez tout simplement soit développer des programmes en utilisant des manières de codage sécurisées. Ça se fait en amont, donc ce n'est pas à vous de le faire. Soit vous pouvez utiliser des techniques ASLR, donc là, en d'autres termes, on va essayer d'allouer des adresses mémoire de manière aléatoire. On peut essayer de valider les arguments qui sont appelés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire chaque argument sera tout simplement
contrôler et vérifier. On ne va pas octroyer un privilège route à chaque appel, à chaque partie du code. On peut revoir le code, faire des analyses statistiques de ces codes. Donc là, on parle du code source. On peut permettre au compilateur de fixer les limites à tous les buffers. Bon, généralement, c'est quelque chose que les développeurs rechignent à faire parce que là, ça va un peu les gêner dans leur travail. Évidemment, il faut patcher régulièrement toutes vos applications et vos OS. Parce que souvent, les développeurs d'OS et d'applications vont découvrir qu'il y a ce type de faille et ils vont mettre en place les correctifs nécessaires. Alors, avec ça, on aura fini avec la première partie qui est l'obtention de l'accès. Là, on va essayer de voir comment est-ce qu'on peut faire une escalade de privilèges. Donc, à partir de maintenant, on suppose que vous avez obtenu l'accès à la machine de la victime, soit en craquant le mot de passe, soit en utilisant du buffer overflow, soit en utilisant n'importe quelle autre technique que vous auriez pu utiliser, soit de l'injection SQL ou autre. Alors, qu'est-ce que l'escalade de privilèges? Il faut savoir que généralement, lorsqu'on a un accès à une machine, on obtient toujours l'accès avec un compte utilisateur, ce qu'on appelle le principe du moindre privilège. Donc, notre but en tant qu'attaquant, c'est d'essayer d'augmenter nos privilèges pour essayer d'avoir des privilèges supérieurs. Et là, on va utiliser toujours des défaillances au niveau de l'outil ou bien au niveau de la cible pour pouvoir le faire. Ces défaillances peuvent être soit des bugs, soit une mauvaise configuration, soit des applications qui sont mal programmées ou mal conçues pour pouvoir obtenir des accès supplémentaires, voire même une autre élévation de privilèges. Maintenant, pourquoi est-ce qu'on veut avoir cette élévation de privilèges? Soit pour avoir accès à des informations sensibles ou critiques auxquelles on n'a pas eu droit d'accès en tant que simple user, soit pour pouvoir faire des actions qu'on ne peut pas faire avec nos droits d'utilisateur, par exemple l'installation de programmes, bien la suppression ou la modification de données. Maintenant, il faut savoir que l'escalade de privilèges peut se faire de deux manières. Donc, il y a deux types d'escalade de privilèges. Il y a ce qu'on appelle l'escalade verticale. Donc là, ça veut dire tout simplement on essaie d'avoir des privilèges plus importants que ceux que nous avons déjà. Et il y a ce qu'on appelle l'escalade de privilèges horizontale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va garder le même niveau de privilège que celui qu'on avait, mais avec une identité d'un autre utilisateur. Donc, pourquoi est-ce qu'on va changer notre identité, sachant que nous n'allons pas augmenter nos privilèges? Pour la simple raison que soit le premier compte risque d'être découvert, soit qu'on veut aller vers un deuxième compte qui, lui, a plus de relations avec d'autres comptes ou bien qui peut dealer avec d'autres applications qui va nous faciliter notre travail. Alors, l'élévation de privilèges peut se faire avec ce qu'on appelle le hijacking de DLL. Alors, le hijacking de DLL, alors d'abord une DLL, c'est quoi? Il faut savoir que quand on est sous Windows, Windows n'utilise pas ce qu'on appelle les chemins absolus lors du chargement d'une DLL. Alors déjà, une DLL, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle une Dynamic Link Library. Alors, elle va servir à quoi cette Dynamic Link Library? Alors, c'est les librairies standards qui vont permettre tout simplement aux différents programmes Windows de pouvoir fonctionner. Donc, ils vont contenir soit des appels système, soit des ressources utilisées par vos différents programmes, soit ils vont contenir des librairies tout simplement qui sont embarquées de manière dynamique ou autre. Alors, l'idée, c'est quoi? On sait déjà que les applications Windows n'utilisent pas ce qu'on appelle un schéma absolu lors d'un chargement d'une librairie DLL externe. Ils vont utiliser tout simplement le principe de recherche de dossier à partir duquel a été chargée la DLL la première fois. Donc, s'ils ont chargé la première fois la DLL à partir d'un dossier qui s'appelle par exemple 632, ils vont automatiquement chercher dans le dossier 632. Donc, ça veut dire quoi? Si vous, en tant qu'attaquant, vous allez pouvoir placer une DLL malicieuse
dans le dossier de l'application, elle sera automatiquement exécutée à la place de la véritable DLL. Donc, si on prend l'exemple qui est là, alors, nous avons un utilisateur qui va installer une application. L'application, par défaut, elle va charger la DLL malicieuse à la place de la DLL réelle. Donc là, à ce niveau-là. Donc vous, qu'est-ce que vous allez faire en tant qu'attaquant? Vous allez tout simplement placer votre DLL dans le dossier de l'application. Donc automatiquement, le fichier exécutable, qu'est-ce qu'il va faire? Au lieu d'aller lire la DLL qui se trouve dans le bon chemin, il va essayer de lire la DLL qui est dans le dossier de l'exécutable et automatiquement, vous allez obtenir l'accès au système si votre DLL vous permet d'obtenir l'accès. Donc, généralement, on peut utiliser Metasploit pour générer des DLL malicieuses. Donc, les DLL, généralement, on les retrouve facilement au niveau de la base des registres. Donc, généralement, vous avez un chemin bien connu, c'est HK Local Machine, System, Current, Control Set, Control Session Manager. Donc, à partir de ce chemin, alors, la DLL ne se fait pas écraser. Non. Alors, la DLL réelle ne va pas se... Alors, pour répondre à M. Benkoua, la DLL réelle ne va pas se faire écraser pour une raison très simple. Que vous n'allez pas aller mettre votre DLL dans le schéma où se retrouve l'ancien DLL. Alors, les DLL sont exécutables, donc il est à exécuter. Oui. Elles ne sont pas détectables. Alors, tout dépend maintenant de la manière dont vous allez l'injecter. Ça, on le verra par la suite, comment essayer d'injecter via des streams bien définis. On peut évader certains moyens de détection. Alors, maintenant, on peut aussi faire de l'escalade de privilèges en exploitant certaines vulnérabilités. Alors, là, il n'y a pas de technique bien définie. À vrai dire, tout dépend des vulnérabilités que vous allez trouver sur Internet. Donc, si vous cherchez dans les sites de CVE ou bien dans d'autres sites, vous allez trouver qu'il y a toute une panoplie de vulnérabilités qui vont permettre l'élévation de privilèges. Donc, l'exploitation de ces vulnérabilités, vous allez pouvoir la faire aujourd'hui, par exemple, avec une certaine CVE. Au bout d'une semaine, la CVE ne fonctionnera plus. Pourquoi? Parce que tout simplement, entre-temps, le système d'exploitation aurait mis en place tout simplement des correctifs par rapport à cela. Alors, il faut savoir que l'une des vulnérabilités qui est les plus connues par rapport à l'escalade de privilèges, c'était l'exploitation de l'escalade de privilèges via Spectre et Meltdown. Il est vrai qu'il y a eu beaucoup de correctifs par rapport à ces deux vulnérabilités qui ont été découvertes sur les processeurs AMD, ARM et Intel. Cependant, en l'absence de correctifs matériels, beaucoup d'entreprises rechignent à déployer les vulnérabilités, les correctifs logiciels. Pourquoi? Parce qu'il a été remarqué souvent que le fait d'utiliser les correctifs logiciels qui ont été déployés par exemple par Microsoft, voire même par d'autres fournisseurs de solutions, ont créé des latences très très importantes au niveau des machines. Donc, certains correctifs qui ont été déployés par Intel, ou bien par AMD, ou bien par ARM, ont créé beaucoup de problèmes au niveau du fonctionnement des processeurs eux-mêmes. C'est pour cela que ça reste toujours des vulnérabilités qui sont exploitables, malgré tous les correctifs qui ont été mis sur le marché. Maintenant, il est vrai que pour les processeurs les plus récents, par exemple les processeurs i11, i10, ne sont pas les processeurs Intel, i9 de dernière génération pour les i9, la vulnérabilité n'est pas exploitable. Pourquoi? Parce que la correction s'est faite au niveau matériel. Mais comme vous le savez pertinemment, ces nouveaux processeurs représentent vraiment une très 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 infime partie des processeurs qui sont déployés sur le marché.
Alors, il existe d'autres techniques d'escalade de privilèges. Donc, par exemple, la manipulation de tokens. Alors, cette semaine, il y avait un malicious Excel, add-in Excel, qui se déroule. Effectivement, M. Belkroja. Alors, comme je disais, il y a d'autres techniques pour l'escalade de privilèges, par exemple l'interception des chemins, les tâches préprogrammées, les faiblesses au niveau des permissions des systèmes de fichiers, etc. Donc, euh, pour l'élévation des privilèges, il y a énormément de moyens et de techniques qui vont vous permettre de le faire. Il suffit uniquement de chercher pour trouver. Maintenant, il faut savoir aussi qu'il y a énormément d'outils qui vous permettent l'escalade de privilèges. Vous avez par exemple le PAOT ou bien les NIP, OSTEXP. Donc, c'est des outils qui vont vous permettre d'avoir des informations par rapport au noyau système qui va vous permettre qui va vous permettre de faciliter votre escalade de privilèges en vous permettant automatiquement de retrouver les vulnérabilités qui existent sur ce système. Et en quelque sorte, c'est des frameworks qui vont vous permettre aussi d'exploiter ces vulnérabilités. Donc, en d'autres termes, le travail que vous deviez faire manuellement peut se faire de manière automatique grâce à ces outils. Alors, quand on veut se défendre contre l'escalade de privilèges, il y a des moyens très simples de le faire. D'abord, restreindre les privilèges pour tout ce qui est connexion interactive. Utiliser le chiffrement pour toutes vos informations sensibles. Exécuter des applications des utilisateurs avec le principe toujours du moindre privilège. Réduire les applications et les codes qui vont s'exécuter avec des privilèges élevés. Faire un debugging de manière permanente pour tester vos systèmes. Implémenter des authentifications multifacteurs. Exécuter des services avec des comptes sans privilèges, patcher vos systèmes de manière régulière et bien sûr implémenter des méthodologies de séparation des privilèges entre les différents comptes pour limiter, si vous voulez, la portée d'un bug ou bien d'une erreur faite lors de la programmation. Bon, contre Spectre et Meltdown, donc il y a une série de recommandations qui ont été faites, notamment le patch régulier, le monitoring de vos systèmes, rajouter ce qu'on appelle des bloqueurs de publicité, des outils anti-malware, etc., etc. Bon, il y a eu même des outils qui ont été développés pour lutter contre Spectre et Meltdown. Alors, donc, une fois que vous avez fait votre escalade de privilèges, donc il s'agira maintenant de maintenir votre accès au niveau de la cible. Parce qu'il ne s'agit pas uniquement de de pénétrer la cible et d'avoir des privilèges administrateurs. Il faudra pouvoir rester à l'intérieur de cette cible. Parce que le rôle des administrateurs ou bien des chargés de sécurité, c'est de faire en sorte de vous détecter et de vous empêcher d'accéder. Quand on parle de maintien de l'accès, ça ne veut pas dire rester en permanence sans être expulsé uniquement, mais ça veut dire pouvoir revenir à tout moment. Alors, généralement, quand on parle d'exécution d'applications, il faut savoir que l'attaquant, qu'est-ce qu'il va faire? Il va essayer d'exécuter des applications malveillantes pour faire ce qu'on appelle, pour posséder le système, devenir le owner du système, en quelque sorte. Donc, parmi les applications, les programmes malveillants que l'attaquant va essayer d'exécuter, ça va être des applications qui vont conduire, si vous voulez, au déchiffrement du mot de passe, à la capture, à faire des captures d'écran, avoir des données confidentielles ou autres. Et là, on parlera beaucoup plus de keylogger, on parlera de backdoor, de spyware, voire même de crackers, qui vont être déployés au sein de la machine de la victime. Il faut savoir que
si on veut exécuter des choses à distance, il existe des techniques d'exécution de code à distance. Donc, on peut faire ce qu'on appelle de l'exploitation non-for client execution, on peut faire ce qu'on appelle des tâches programmées, on peut faire l'exécution de services, on peut utiliser les WMI de MI ou bien carrément les WinRM. Alors, quand on parle d'exploitation de clients pour l'exécution, il faut savoir que les pratiques de codage non sécurisées, ça veut dire quoi? Ça veut dire les programmeurs ou bien les développeurs qui vont développer des applications sans prendre les mesures de sécurité qui s'imposent. Vont créer des logiciels vulnérables sur tous les plans. Donc l'attaquant, qu'est-ce qu'il va faire? Il va essayer de tirer parti de ces vulnérabilités en exploitant tout simplement des codes arbitraires pour accéder au système cible distant. On avait vu un exemple très simple en parlant des buffer overflow à titre d'exemple. Quand on parle des tâches programmées, donc en tant qu'attaquant, vous avez toujours la possibilité d'utiliser le gestionnaire de tâches Windows pour exécuter un programme spécifique à une heure donnée ou à une date donnée. Le programme peut être un programme malicieux que vous allez faire en sorte qu'il se lance à chaque, par exemple, démarrage du système. Pourquoi vous allez le faire démarrer à chaque démarrage du système? Pour vous aménager un accès à chaque fois que, par exemple, que la machine va redémarrer. Pourquoi? Parce que vous n'allez pas agir de manière, disons, persistante pour éviter la détection, vous allez agir de manière non persistante. Et si vous agissez de manière non persistante, plutôt non persistante, ça veut dire si la machine va redémarrer, tout ce que vous avez fait va être effacé. Donc là, vous allez programmer une tâche qui fera en sorte de refaire ce même travail à chaque démarrage de la machine. Vous avez aussi la possibilité d'exécuter des services système sous forme de binaire ou de commandes qui vont communiquer tout simplement avec le système Windows, par exemple, pour maintenir l'accès distant. Ça reste un exemple. Alors, il faut savoir aussi qu'il y a la possibilité, comme on l'avait dit tout à l'heure, d'utiliser les WMI, qui sont généralement des fonctionnalités utilisées par les administrateurs. Généralement, c'est fait pour faciliter l'administration distante ou locale de la machine. Donc, même l'attaquant peut les utiliser pour interagir avec la cible à distance. Alors, le WinRM, par contre, c'est un protocole qui est basé Windows, qui va vous permettre de lancer des fichiers exécutables, ou bien de modifier des paramètres système à distance. Donc là, vous avez toujours la possibilité aussi de l'activer pour pouvoir l'utiliser à distance. Alors, quand on parle de remote execution, donc d'exécution à distance, donc vous aurez la possibilité d'installer des applications, d'exécuter des programmes ou des scripts, ou bien carrément de mettre à jour certaines données sur la machine. Donc là, vous avez plusieurs outils que vous pouvez utiliser. PDQ Deploy, PS Exec ou autres sont des outils que vous pouvez facilement télécharger et exécuter. Ce qui est intéressant par contre, c'est l'utilisation des keylogger. Alors, les keylogger, ou ce qu'on appelle en français les enregistreurs de frappe, généralement, c'est soit des programmes, soit des dispositifs matériels que vous pouvez utiliser pour récupérer tout ce qui est frappé, par exemple, sur le clavier. Ou bien, ces données vont être enregistrées dans des fichiers et ils vous seront transmis vers une destination que vous aurez définie au préalable. Donc, il faut savoir que les applications de keylogin peuvent aller au-delà de cela. Donc, elles peuvent faire carrément du monitoring de la machine et de l'environnement de travail. Vous avez des keyloggers légaux aussi, qui peuvent être utilisés par les parents, par exemple, pour surveiller l'activité de leurs enfants. C'est le principe même, par exemple, des logiciels de contrôle parental qui ont une double fonctionnalité. D'un côté, limiter l'accès, et de l'autre côté, permettre la surveillance de tout ce que fait l'enfant sur sa machine. Maintenant, dans un cadre moins légal, il faut savoir que vous, en tant qu'attaquant, vous pouvez utiliser ces keyloggers pour surveiller votre victime, récupérer ses mots de passe et toutes ses données. Il faut savoir qu'un keylogger, ce n'est pas aussi restrictif que son nom peut l'indiquer. Donc, le keylogger n'existe pas uniquement pour le clavier. Donc, il faut savoir aussi que les keyloggers physiques
peuvent exister sous différentes formes. On essaiera d'en voir quelques-unes tout à l'heure. Et qu'ils ont énormément de fonctionnalités. Donc, si on essaye de voir les keyloggers, on va commencer par les keyloggers matériels. Alors, vous avez des keyloggers qui peuvent être embarqués carrément dans le BIOS. Vous avez des claviers keylogger. Ça veut dire quoi? Vous allez placer un clavier chez la victime qui lui-même va faire ce travail de keylogger. Et vous avez ce qu'on appelle les keyloggers externes. Alors, le PC ou BIOS Embedded Keylogger et les keylogger keyboard, c'est des keyloggers internes à la machine. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans l'un, le keylogger est déjà mis dans les circuits de votre... on appelle ça, dans les circuits du clavier lui-même. Pour les PC et BIOS keylogger, c'est des keyloggers qui sont sous forme de puces, qui sont déjà placés dans le BIOS, voire même dans la machine elle-même. Maintenant, pour les keyloggers externes, vous pouvez avoir ce qu'on appelle les USB keyloggers. Donc, c'est des keyloggers que vous allez placer entre l'unité centrale et le clavier. Donc, lorsqu'on branche, vous allez avoir un petit dongle USB qui est à peine visible. Vous avez ce qu'on appelle les keyloggers acoustiques ou caméra. Vous avez les keyloggers Bluetooth et vous avez les keyloggers Wi-Fi. Maintenant, pour les software keyloggers, vous avez ce qu'on appelle des keyloggers de type applicatif. Vous avez des keyloggers de type noyau. Vous avez des hyperviseurs basés sur les keyloggers. Vous avez ce qu'on appelle les form grabbing-based keyloggers, les JavaScript-based keyloggers et les memory injection-based keyloggers aussi. Donc là, vous remarquerez pour la partie logicielle que ces keyloggers, si vous voulez, peuvent cibler différentes parties des informations utilisées par l'utilisateur, peuvent cibler, si je prends par exemple les keyloggers basés sur les formulaires, donc ce keylogger va récupérer toutes les informations que vous allez saisir dans tous les formulaires. Par contre, les autres frappes du type flèche, etc., return, control, etc., ça ne l'intéresse pas. Si je parle, par exemple, des keyloggers basés sur le noyau, eux, ils vont essayer de récupérer tous les événements internes qui se font au niveau de la machine. Donc, tous les événements noyaux de la machine. C'est pour ça qu'on vous dit généralement que c'est des keyloggers qui sont spécifiques à des applications bien définies et à des usages vraiment bien définis. Pour revenir seulement vers les keyloggers matériels, quand on parlait par exemple des keyloggers acoustiques, bien basés sur la cam. Donc, c'est des keyloggers qui ont pour quel est leur principe de fonctionnement? Ils vont convertir tout simplement les ondes de son électromagnétiques vers de la donnée. Ça veut dire quoi? Comment est-ce qu'ils vont fonctionner? Ils sont capables de convertir tous les sons à partir des frappes de clavier pour les transformer en caractères et qu'ils vont transmettre vers l'attaquant. Si on parle par exemple des caméras keylogging, donc ils vont tout simplement enregistrer tous les screenshots, ou bien s'ils sont axés sur le clavier, ils vont enregistrer toutes les frappes que vous allez faire au niveau de votre clavier pour les envoyer vers la victime, vers plutôt l'attaquant. Il faut savoir que les keyloggers acoustiques sont très chers. Ils ne sont pas aussi bon marché, par exemple, que les keyloggers USB ou bien PSD. Si on parle des keyloggers Bluetooth, alors il faut savoir que c'est des keyloggers qui vont requérir un accès physique à la machine cible. Alors, l'accès physique, c'est uniquement pour l'installation. Et là, ils vont stocker toutes les données que vous avez relatives au clavier et ils vont les renvoyer à temps réel via un autre équipement qui leur sera connecté par Bluetooth. Alors, pour finir rapidement cette histoire de keylogger, alors voici un exemple par exemple de keylogger matériel. C'est ce qu'on a appelé tout à l'heure les keyloggers USB. Donc, vous remarquerez que cet équipement sera branché sur l'unité centrale. Ensuite, il y aura le connecteur du clavier qui sera branché sur le device lui-même.
Là, c'est des keylogger PS2, keylogger USB, keylogger Wi-Fi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le keylogger qui est là va envoyer par Wi-Fi l'ensemble des données qu'il va capturer. Donc, ça ne passera même pas par le réseau de la victime. Donc, c'est plus difficilement détectable. Ça, c'est un keylogger Bluetooth aussi. Donc, il va envoyer toutes les données qu'il va capturer par Bluetooth. Et là, c'est des hardware, toujours dans les hardware keylogger. Bon, si vous voyez, le keylogger, il est là, tout simplement. Bon, quand on parle de keylogger inside keyboard, ça veut dire quoi? Le keylogger est un équipement physique qui se trouve à l'intérieur même du clavier. Maintenant, si vous ciblez la plateforme Windows, il faut savoir que les keyloggers, ce n'est pas ce qui manque. Donc, pour toutes les plateformes, à vrai dire. Vous avez Spyrix, par exemple, Lufog, All-in-One, Elite, Staffcore, ou bien Spytecton. Bon, je pense qu'on va arrêter là pour le module introduction à la sécurité. Donc, je vous donne une pause de 7 minutes. On se voit à